Très bien, bonsoir tout le monde. Voilà, on a attendu les 5 petites minutes du retard obligatoire et nécessaire pour tout le monde. Maintenant, on commence le cours Bezrat Hashem. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Ouais, d'un sujet qui fâche. Le sujet, c'est... Voilà. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Le sujet, c'est tout simplement cette fameuse phrase que tout le monde connaît, qui est très difficile à appliquer, qu'on va essayer d'appliquer, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de trouver des pistes pour savoir comment l'appliquer. C'est possible, je ne sais pas encore, on verra en fonction de la manière dont ça sort. Est-ce qu'on ait besoin de faire 2 cours sur ce sujet? Donc, on verra à la fin. Mais en tout cas, donc, cette idée-là de prendre conscience de ses capacités, de sa personnalité, quand on parle d'une éducation personnelle, de la personnalité de l'éducation et de la particularité de nos enfants pour leur donner une éducation adaptée et pas juste faire un copier-coller avec nos idéaux, ce qu'on croit être juste et bon, et l'appliquer de manière systématique à tous nos enfants ou à tous nos élèves lorsqu'on est un prof. Alors, c'est des jolis mots, bien connus de tous, mais qui ne sont pas si faciles à mettre en place. Alors, on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, d'avoir une piste de réflexion qui va nous permettre de comprendre comment mettre ça en place. D'abord, les dangers de comment de réellement faire un copier-coller et comment mettre en place quelque chose de nouveau et d'adapté à nos enfants. Comme à notre habitude, nous allons, Bezrat Hashem, donc vous partager des textes issus de la Gemara ou d'ailleurs, afin que l'on puisse être, entre guillemets, à égalité face à cette réflexion et pas que je vous apporte le produit fini d'une réflexion. Alors voilà, ça arrive sur votre écran. Alors, il y a un texte de la Gemara et il y a 2 textes des commentateurs du Tanakh et de la Bible une seconde, ça avait sauté, ça reprend. On reprend. Une seconde. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Baruch Hashem. Tant mieux. C'est sur vos écrans, a priori. Donc, des réflexions donc, sur première Gemara que l'on voit. Donc, chacun charoute, chacun son chemin, chaque enfant est différent. Et donc, on ne peut absolument pas faire une généralité d'un idéal. Et même nos idéaux à nous personnels, on va avoir beaucoup de mal à les transmettre à nos enfants. Ça va être une manière un peu spéciale. On va essayer de réfléchir comment transmettre nos idéaux à nos enfants, alors qu'en fin de compte, ils sont tous totalement différents. Alors, la Gemara, elle nous ramène dans la fin de Masechet Shabbat, à la fin du traité de Shabbat, la Gemara nous ramène qu'il va y avoir peut-être certaines affinités ou certaines prédispositions, voilà, c'est peut-être le mot juste, certaines prédispositions de nos enfants dans la vie en fonction de leur date de naissance ou en fonction de leur lieu de naissance. Alors la Gemara nous dit par exemple, lorsque Hayman de Bilvana, quand quelqu'un il va naître à un moment où la lune elle est pleine, et Gevar Savel Maraïn, Banaï Vesater, Sater Banay. Ça va être un homme qui va casser, qui va construire, Achel de l'Odile, Vechatet de l'Odile, c'est un homme qui va boire et manger des choses qui lui appartiennent plus là, Verazoi Kassian, il va peut-être même prendre un peu d'argent, Imganav, Matzlach, sache que si par hasard c'est quelqu'un qui cherche à voler, et bien du coup, il va sûrement réussir. Donc la Gemara nous dit qu'une personne qui va naître lors de la pleine lune, il y a de fortes chances pour que, il ait une envie comme ça de voler. Ayman de Beshabtai, Yegeva Marshav Tebetelin. Quelqu'un qui va naître sous une autre planète, alors
ces pensées vont être un petit peu annulées. Veit de Amrei, il y en a qui disent Kol de Mechashvin ale Betelin. Il y en a qui disent que non, c'est l'inverse. Toutes les mauvaises pensées qui voudront venir sur sa tête, eh ben, elles seront Betelin, elles seront annulées. Ayman de Betzedek et Gevar Tzadkan. Si on est sous une autre planète, alors on ne va pas commencer à donner les noms des planètes, mais ce sera un homme qui sera sûrement Tzadkan, quelqu'un qui aura raison, quelqu'un qui sera juste. Nous dit la Gemara, tu sais, il va sûrement même être un gars bien dans les mitzvot. Et là, il va y avoir une troisième naissance. Hayman Debe Maadim. Quelqu'un qui est né dans Maadim. Maadim, il me semble que c'est Mars, la planète Mars. Qui est né à un moment où eh ben, il est sous la constellation de Mars. Yehe Gevar Hachet Dema. Ce sera un homme, nous dit la Gemara, qui sera assoiffé de sang. Amaravashi. Et donc Ravashi nous dit I umana, i ganava, i tabaha, i moala. Ou ça va être un ouman, une sorte d'artiste. I ganava, ça peut être un voleur. I tabaha, ça peut être un boucher. I mohala, ça peut être un moel. Amar Rabba, et Rabba il vient, il dit Anabema Adi Mavai. Il dit mais moi je suis rien de tout ça, et pourtant je suis aussi né sous la constellation de Mars. Mar Abaye, Mar Nam Yahanesh Vekati. Et là, Abaye va nous dire, sache que toi aussi, Rava, toi aussi, tu es un homme qui fait du mal, entre guillemets, qui fait souffrir les gens avec des questions, avec des réponses, avec des livrets Torah qui peuvent être, entre guillemets, un peu problématiques. Et donc, la Gemara ici nous apprend, d'une certaine manière, elle est en train de nous apprendre, la Gemara, excusez-moi, j'ai dû aller fermer la porte, la Gemara, elle nous apprend qu'il y a ce qu'on appelle une forme de prédisposition. Que l'avenir de nos enfants et notre avenir à nous a été un petit peu préétabli, déjà réfléchi en fonction de l'heure de notre naissance, du jour de notre naissance. Et alors, à ce moment-là, on a envie de croire peut-être, on a envie de penser, tout au moins, que ces prédispositions, eh ben, elles sont irrémédiables. Et que je suis né sous une mauvaise étoile, donc du coup j'aime le sang, d'accord? Et du coup, eh ben, involontairement, je vais être un meurtrier. Alors la Gemara nous dit qu'il y a peut-être un meurtrier. Alors un meurtrier, selon Abaye, par exemple, c'est quoi un meurtrier? Ben, ce sera un meurtrier qui tue les gens avec la parole, par exemple. Ou alors un meurtrier, ça peut être aussi un mohel. Un meurtrier, ça peut être un boucher, ou un meurtrier, ça peut être un tueur. Je suis né sous la mauvaise étoile. On va voir que le Gaon de Vilna, il va nous dire, le prophète Shmuel, alors on va le voir après, le Gaon de Vilna, il va nous dire que le prophète Shmuel, il a imaginé que David Amelech, le roi David, qui était rouquin, et donc qui avait, entre guillemets, une couleur un peu rougeâtre, et bien s'il était rouquin, c'est qu'il aimait faire couler du sang. Et donc il a dit, cet homme-là, il ne peut pas être un roi. Il ne peut pas être un roi. S'il fait couler du sang, c'est qu'il ne peut pas être un roi. Et la Gemara, de nous dire que du coup, il a eu du mal. Il a eu du mal à imaginer que le fils de Shmuel, le fils de Ishaï, pardon, qui a été envoyé, qu'il devait oindre, eh ben, ça ne pouvait pas être David. Alors ici, on est en train de nous dire qu'il y a une prédisposition chez nos enfants en fonction de leur journée de naissance. Et on a l'impression que cette prédisposition, eh ben, elle est irrémédiable, on ne peut pas la changer. Et donc, quoi faire? Qu'est-ce que je peux faire du coup? Si moi, je ne peux rien faire, et là, la première question qui va se poser, c'est ce qu'on a donné en introduction, c'est si en fin de compte, j'ai deux enfants nés d'une même mère, nés d'un même père, qui vont grandir dans la même maison, mais qui en fin de compte vont naître à deux dates différentes.
Du coup, ils vont avoir deux états d'esprit différents, deux prédispositions différentes. Est-ce qu'on peut envisager que deux enfants qui ont deux prédispositions différentes peuvent recevoir le même message, peuvent entendre les mêmes idéaux, les mêmes idées, les mêmes pensées, peuvent recevoir le même discours? C'est impossible. Alors, on va après réfléchir pour savoir est-ce que cette prédisposition, elle est inscrite, elle est écrite et du coup, elle est irrémédiable ou pas? Ou est-ce que pour un parent, il serait possible peut-être de canaliser cette prédisposition et de la changer? On va essayer d'y réfléchir. Mais par contre, si la Gemara, comme elle nous le présente, nous montre en fin de compte que à la naissance, eh ben, il y avait une véritable différence de prédisposition envers les enfants, il est hors de question que l'on éduque nos enfants de la même manière. Alors, la Torah, dans la Torah, donc il y a un livre qui s'appelle le Sefer Mishlei. Le Sefer Mishlei, c'est le livre qu'on traduit les proverbes. Les proverbes, c'est un livre qui a été écrit par l'homme le plus sage que l'on connaisse, à savoir le roi Salomon. Le roi Salomon, il vient et dit la chose suivante. Chanoch lanahar al pi darko. Alors, il y a une traduction littérale et il y a une traduction contextuelle. Alors, je vais commencer par la traduction littérale. Chanoch lanahar al pi darko. Et ce n'est pas celle qui est à votre droite sur la page. Chanoch lanahar al pi darko. Éduque l'enfant selon son habitude. Gam ki yaskin, et sache que même quand il va vieillir, lo yasur mimena, il ne s'en écartera point. Donc donne au jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière, même avancé en âge, il ne s'en écartera point. L'objectif de Shlomo HaMelech, c'est de nous expliquer, et on en a déjà un petit peu parlé une fois, on a commencé à parler du fait qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle l'éducation et ce qu'on appelle comment dire, les règles de vie. Voilà, les règles de vie. J'ai des règles de vie dans ma maison. On ne saute pas sur le canapé. D'accord? Imaginons, j'ai décidé de faire une règle de vie, on ne saute pas sur le canapé. C'est une règle de vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'éducatif et de profond là-dedans? J'ai du mal à y croire. Mais il y a quelque chose, c'est une règle de vie. Je ne veux pas qu'on saute sur le canapé. Ça, c'est j'ai envie qu'on ne saute pas sur le canapé, donc je vais interdire cette chose. Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'ai peur qu'il continue à sauter sur le canapé quand il en aura 30 ans? C'est une évidence que non. A priori, un enfant de 30 ans, un jeune homme de 30 ans, il arrête de sauter sur un canapé. Donc quoi, c'est pour gagner maintenant. Maintenant, j'ai envie que mon canapé il reste propre. Maintenant, j'ai envie que mon canapé il tienne encore quelques années. J'ai pas envie qu'on le fracasse rapidement. Donc, je donne une règle de vie. Chez moi, à la maison, ne saute pas sur un canapé. Ça, c'est une première chose. Maintenant, cette règle de vie, à part ça, il y a d'autres règles de vie qui vont exister, malheureusement, que chez nous à la maison. Je m'explique. Ça veut dire un enfant à qui j'ai donné une règle. Voici la règle. La règle, elle est de devoir faire ça et ça. Alors maintenant, on va faire la règle, on va la respecter parce qu'on est des gens qui respectons les règles. Mais est-ce que cette règle, elle va continuer à perdurer même quand je n'existerai pas, même quand il ne sera plus chez moi? Quand je donne une éducation à mes enfants, elle est pour le long terme. Ça veut dire quoi pour le long terme? Ça veut dire que je veux qu'ils continuent à faire cette éducation. Qu'ils soient à côté de moi ou qu'ils soient loin. Qu'ils soient encore chez moi ou qu'il ait grandi, qu'il soit parti. Qu'il ait peur que je le punisse ou qu'il n'ait pas peur que je le punisse. Quoi qu'il arrive, je veux qu'il respecte cette règle. Non pas parce qu'elle me plaît à moi à l'instant T, mais parce que je pense que c'est une valeur pour la vie. Donc nous dit Shlomo HaMelech, Chanoch lanar al pi darko. Trouve un chinour, trouve une éducation qui va aller selon son habitude. Mais surtout, une éducation qui va aller selon son habitude,
parce qu'elle est peut-être la seule garantie que Gam Kiyaski ne Yasur Mimena, que lorsqu'il va vieillir, il ne va pas changer. Alors, Shlomo HaMelech, il nous explique quelque chose d'incroyable. Il nous dit, tu sais, si par hasard tu vas imposer ta vision des choses à ton enfant, et ton enfant, tu sais quoi, c'est fort possible que tu vas réussir à lui faire accepter ta vision des choses. Mais c'est sûr et certain que cette vision-là, il ne va pas y adhérer toute sa vie. Parce qu'il y a un moment où sa prédisposition et sa personnalité, eh ben, elles vont prendre le dessus. Il va essayer de s'émanciper. Il va vouloir exprimer ce qu'il a essayé d'étouffer toute sa vie. Et il va venir, il va transmettre, il va dire ce qu'il pense. Et donc, il n'a plus peur de toi, il n'est plus à côté de toi. Donc, nous dit Shlomo HaMelech, tu sais, si par hasard tu as envie de faire en sorte que cette éducation, eh ben, elle perdure sur le très long terme, tu as intérêt à faire en sorte que cette éducation, elle soit le plus adaptée possible, qu'elle prenne en compte les prédispositions de cette personne, qu'elle soit le plus proche de ce qu'il a besoin, de ce dont il a besoin de s'exprimer, de sa personnalité. Plus tu es en accord avec sa personnalité, plus il y a de chances que ça reste longtemps. Et si par contre, ça n'exprime que ta volonté à toi personnelle, il y a de fortes chances qu'il y a un moment où il aura étouffé sa personnalité, et qu'au bout d'avoir étouffé, au bout d'un moment, ça va exploser, et il va tout envoyer balader. Et malheureusement, il va envoyer balader même des choses qui n'avaient rien à voir avec ses prédispositions, mais qui sont juste rattachées à son père ou à sa mère. Et donc, c'est ça ici ce que Shlomo HaMelech nous apprend. Alors, c'est des jolis mots qu'on a l'habitude de dire, Chanoch Lanarat Pidako, et que chaque enfant est différent. Tout ça, c'est des mots qui sont très, très, très faciles à dire. Mais on va essayer d'abord de développer encore un petit peu, de voir dans les termes du Gaon de Vilna, comment est-ce qu'il présente ça. Et ensuite, on va essayer peut-être de donner quelques pistes pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire, comment on peut faire, quelles sont les pistes pour essayer de réellement éduquer notre enfant, chacun selon ses prédispositions et non pas selon ce qui me semble juste ou intéressant. Alors, vous avez devant vous un très long texte en noir et blanc, ouais, vous m'excuserez, ouais, que j'ai mis en gras, voilà, en noir et blanc, qui est le commentaire du Gaon de Vilna. Alors, dans le livre Michelet, à nouveau, les proverbes, s'il y a bien un commentaire qu'il faut étudier, c'est bien le commentaire du Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna, le Gras, comme tout le monde l'appelle, ouais, il nous dit la chose suivante. Éduque-le quand il est encore petit et quand il va vieillir, eh ben, il ne déviera pas, comme on l'a expliqué. Et l'idée. Un homme n'arrive pas à casser son habitude. Klomar, mazalo, sa prédisposition, son mazal, c'est-à-dire l'étoile sous laquelle il est né. Chez Nolad Bo, dans lesquels, comme il est né. Moshe Katav, comme il est écrit dans la Gemara. Hayman de Betzedek Gever Tzadkan. La Gemara qu'on a lu au début, que celui qui est né sous telle étoile, eh ben, ça va être un homme qui sera bon. Ou chez Nolad Bemazal Ra, Al Zenitna Aprira. Et maintenant, s'il est né sous une mauvaise étoile, alors quoi? Nous dit Al Zenitna Aprira. Bien entendu, l'une des questions que tout le monde se pose, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour naître à cette époque? D'accord, c'est beaucoup d'actualité avec les parachiotes que l'on se pose, les parachiotes où on voit que Hachem, il a endurci le cœur de Paro. Alors qu'on lui a enlevé son libre arbitre, est-ce normal? Le libre arbitre, c'est la base de toute la Torah. Sans libre arbitre, on ne peut pas être puni, on ne peut pas être récompensé. Si en fin de compte, j'ai été forcé de faire A ou B, on ne peut pas me dire bravo, ou on ne peut même pas me dire c'est pas bien. Quoi qu'il arrive, je vais être récompensé. Si je devais être récompensé ou si je vais être puni, c'est forcément que j'ai eu le libre arbitre. Et là, la question qui se pose, c'est du coup, mon enfant a-t-il un vrai libre arbitre? Selon la Gemara, on a l'impression que non. Il y a une prédisposition évidente qui est qu'en fonction de l'heure ou du jour de naissance, eh ben, forcément, des choses vont être écrites. Là, nous dit la Gemara, nous rassure la Gemara, non. Tu es un homme, on va apprendre que moi j'ai katou Masechet Shabbat. Valzenitna Prira, pardon, troisième ligne. Biyada Adam, dans la main de l'homme. Chez Yuchal Lechos Bemazalo, où il va pouvoir prendre son mazal.
les davar sheirtse, et l'amener son mazal, sa prédisposition, là où il a enlevé de l'amener, là où il a envie de l'emmener. L'iyot pour devenir au tzaddik, au racha, ou un tzaddik, ou un racha, au benoni, ou un homme simple. Donc, moi, j'ai katou Masechet Shabbat, comme il est écrit dans la Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat. Hayman de Maadim, celui qui est né sous sous Maadim, c'est une planète. Il est chauffeur damim, il va faire couler du sang. Amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar, il nous avait dit, au Maroula, où ça va être un Moël, donc quelqu'un qui va faire la Brit Mila. Au Tabacha, où ça va être un boucher. Au Listim, ou alors ça va être un voleur. Vezecher Elou Agimel, Vehu, et c'est quoi ces trois choses? Vehu, les fiches et Mazalo, Moré, Sheye, Shofer Damim, parce que sa prédisposition a bien prouvé qu'il allait faire couler du sang. Ah, cependant, Biprirato Yuchal Livchor, avec son libre arbitre, il va pouvoir choisir. Be'elu Agimel, dans ces trois possibilités d'exprimer sa prédisposition, au Mahoula où il va être un Moël, Vehu Tzadik, et donc ce sera un Tzadik, chez Ose Mitzvot assez, parce qu'il va faire les Mitzvot. Au Tabacha, ou alors ça va être un boucher c'est quelqu'un de bien, mais de normal, il ne fait pas forcément une Mitzvah. Au Listim, ou alors un voleur, Vehu Racha, chauffeur d'Amim, que Mashmao, il va faire couler du sang, vraiment du sang humain. Vezi Shekatav, Shaoul Be'achat, Velo Altalo, David Bishtaim Ve'altal. La Gemara, dans Yoma, elle nous explique certaines choses. Ve'ainyan, qu'est-ce qu'il nous explique? Ou qui David Neemar Ve'u Admoni. On nous a dit que David Amener, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était roux. Ve'u Bemaadim, et à part ça, il était né aussi sous cette mauvaise étoile. Ou l'écart Ta'a Alav Shmuel. Et quand Shmuel il est venu pour oindre un des fils de Yishai, Be'et Sherak Lastar Panav, Ve'u Evir Midotav Bechol, lorsqu'il a vu le visage de David Améler, Ve'u Evir Midotav Bechol, et que il a laissé gentiment tout le monde passer, et que quand même il a réussi à se laisser écraser, à se laisser maltraiter, entre guillemets, il a réussi à abandonner, nous dit le Gaon de Vilna, c'est comme ça que David Amelech a mérité de devenir roi. Les Eshekatav, Chanoch Lanar, Alpidarko, c'est ça qui est écrit, éduque l'enfant selon son habitude. Derech Mazalo Vetiv'o, en se basant sur son étoile et sa nature. Ken Techancheu La'asot Mitzvot, et ainsi tu vas lui apprendre à faire des mitzvot. Ve'az Gam Ksheyazkin, et donc quand il va vieillir, Lo Yasur Mimena, il va continuer à faire exactement ce que tu l'as inculqué parce que c'est en accord avec sa personne. Aval. Mais, Kacher t'a viré ou al mazalo, lorsque tu vas essayer de tromper son mazal, tromper sa nature, tromper sa prédisposition. Ata ishmaalecha, maintenant il va t'écouter, mir ato otra, parce qu'il te craint. Aval acharkar, mais bientôt, après, be'et yusar ulecha me'al tzavaro, lorsque tu vas enlever ce joug qu'il y avait sur sa tête, sur son cou, Yassour misé, il va s'éloigner de ça, qui efchar lo le shbor mazalo, parce que on est incapable d'envoyer balader sa prédisposition et son mazal. Donc nous met en garde le Gaon de Vilna. Lorsqu'on ne va pas faire l'effort de comprendre la nature d'un enfant, d'un élève, ou sa propre nature, lorsqu'on ne va pas faire l'effort d'essayer de comprendre vers où on doit se diriger, comment faire le travail, dans quel domaine travailler. Et je ne parle pas du travail, le travail pour aller ramasser de l'argent. Je parle du travail spirituel. Dans quel domaine essayer de se prendre en main, dans quel domaine essayer d'étudier, dans quel domaine essayer de se parfaire. Si on ne réfléchit pas dans quel domaine il faut le faire, il y a de fortes chances pour qu'à la seconde où on n'a plus les angoisses, ou qu'on n'a plus ce poids au-dessus de la tête
qui nous impose de faire X ou Y, ou qui nous demande d'avoir des résultats sur notre travail, sur notre personne, à cette seconde même, il y a de fortes chances pour qu'on abandonne tout. Le seul moyen pour que pour que notre travail soit éternel, que notre travail soit périn, il puisse perdurer, le seul moyen, nous dit le Gaon de Vilna, c'est de s'assurer de faire un travail qui est en adéquation avec notre personnalité, qui est en adéquation avec notre prédisposition. Je répète, bien entendu, ce sont des choses qui peuvent paraître simples. Et qui, en fin de compte, mais nous, on va essayer peut-être, on va continuer encore un petit peu à approfondir, mais on va essayer de donner des pistes. Mais en tout cas, je vais donner un exemple. On a quelqu'un qui va être nerveux, mais qui en même temps est un peu nerveux, mais c'est un grand Baal Chesed. C'est quelqu'un qui aime beaucoup aider les gens. Mais du coup, travailler sur ses nerfs, c'est difficile parce que ça lui demande beaucoup d'efforts et ça monte en lui de manière très grande. Mais par contre, encore une fois, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les gens. Si cet homme-là, maintenant, il se met à essayer de faire un travail sur lui-même, la facilité, ce serait quoi? Ce serait de se dire, écoute, travailler sur ma nervosité, c'est trop difficile. Alors, tu sais quoi? Je vais travailler plus sur quelque chose soit sur le chesed, par exemple, je vais essayer de travailler sur faire encore mieux le chesed. Ça veut dire, en fin de compte, il s'échappe du travail véritable qui se présente à lui. Et il fait ça parce que c'est trop difficile de travailler là-dessus. Il n'a pas envie de se faire violence, il n'a pas envie de faire violence, d'accord? Bon, alors, un autre exemple. Je veux impérativement faire en sorte que mes enfants fassent tous des hautes études à la yeshiva. Ah, du coup, je vais leur inculquer qu'il faut faire la yeshiva, et je vais leur prendre la tête pour qu'ils aillent à la yeshiva, et je vais leur dire, tu sais, quand tu vas à la yeshiva, ça va être super, et je vais les emmener voir des rabbanim pour qu'ils les convainquent. Et l'enfant, il commence à comprendre que c'est très important pour son père. Et malheureusement, il va le faire, mais pas de plein gré. Il y a de fortes chances pour qu'à la seconde où il sera en âge de dire écoute papa, j'en ai marre, non seulement qu'il envoie balader la yeshiva, mais il peut envoyer bien pire. Et inversement, combien de personnes que des parents, quand ils voyaient que l'enfant il commençait un petit peu à s'intéresser aux matières de Kodesh, il aurait dit écoute, regarde, moi tu fais tout ce que tu veux, mais surtout pas la yeshiva. Je t'en supplie, va travailler, fais des études. Et ils leur ont payé des études, ils leur ont payé. Et l'enfant, tout ce qu'il voulait maintenant, c'était quelque chose de spirituel, c'était quelque chose de beau. Et les parents, ils se sont battus pour l'empêcher de s'attacher à ses envies. Malheureusement, à nouveau, eh ben, l'enfant, dès qu'il a pu, il s'est enfui à la yeshiva. Alors là, à la limite, peut-être dans le bon chemin, mais encore, ça fait des dégâts parce que ça n'est pas, en fin de compte, son habitude, ce n'est pas sa personnalité qui s'est exprimée et qui s'est établi avec l'aide des parents et qui s'est exprimé petit à petit de manière crescendo jusqu'à prendre son envol exactement comme il veut, comme il a compris. Mais c'est en fin de compte un garçon complètement tyrannisé par les volontés de ses parents et les siennes qui ne sont pas en accord, mais d'un autre côté, on t'aime quand même, alors on va montrer beaucoup d'amour en tant que parent, mais d'un autre côté, l'enfant, il ne sait plus exactement sur quel pied danser, il ne sait pas quoi faire, il va se chercher un père ou une mère de substitution qui serait d'accord avec lui. Et ça, vous inquiétez pas, on trouve toujours, malheureusement, on trouve toujours un tonton, une tata, un père de substitution qui donne raison et qui dit bien sûr, c'est pas comme ça qu'il faut, et qui donne toujours des très très bons conseils. Et toi, parent, tu te retrouves avec un enfant qui est torturé. Alors, c'est ça le conseil si important. C'est pour ça que Hanoch Lanar Alpi Darko, et c'est pour ça qu'ils ont très bien très bien traduit, en fin de compte, si on relit la traduction en haut, donne au jeune homme de bonnes habitudes dès le début de sa carrière. Donne-lui quelque chose qui lui convient. Donne-lui quelque chose qui lui convient. Et lorsque tu vas lui donner quelque chose qui lui convient, sache qu'à ce moment-là, jamais au grand jamais, il ne va s'en écarter. Ça veut dire que c'est étant donné que ça a été établi par sa personnalité dès sa plus tendre enfance. Et que ça a été en plus confirmé par l'éducation qu'il a reçue par ses parents.
lorsqu'il va prendre son envol, son indépendance, il est construit par toute cette vision qui est la sienne naturellement, mais qui est celle aussi de ses parents. Et regardez ce que va nous dire c'était le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il va dire quelque chose de très dur. Le premier enfant de l'histoire l'un des premiers enfants de l'histoire de la Torah s'être éloigné de la volonté de ses parents. C'est malheureusement le tristement célèbre Esav. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va faire remarquer que c'est fort possible que ceux qui sont responsables de cette personnalité très controversée qui est Esav ne sont autres que Yaakov, que Yitzhak et Rivka. Le passouk nous dit Vaigdelu ane'arim. Et les jeunes enfants ont grandi. Ils ont grandi. Si en fin de compte, et Vaïhi Esav ish yodea saïd ish sadeh, et Esav fut un homme des champs, Yaakov ishtam yoshev ohalim, et Yaakov était un homme simple, était un homme grand, qui était assis dans la tente pour étudier la Torah. Nous font remarquer nos sages. Quel est ce mot Vaigdelu ane'arim? Ils ont grandi, les enfants. On a l'impression d'une certaine manière qu'ils ont grandi dans le même moule. Et il y en a quand même un qui est sorti à droite et l'autre qui est sorti à gauche. Mais peut-on faire grandir des enfants dans le même moule? Nous dit le Rav Shimshon Raphaël. Amoshiv et Yaakov ve'esav al safsal limudim echad. Si celui qui a fait asseoir Yaakov et Esav sur un seul et même banc, ou beotam hergele chaim, et avec les mêmes habitudes, mechanech otam keechad, il les a éduqués de la même manière, les hayel imoud ou marshava, avec une pensée qui est tournée vers l'étude et la pensée juive. Mouftachlo, il est évident, she'et haechad hu mekalkel, qu'un des deux, il est en train de gâcher. Yaakov yishav mimarian achochma. Yaakov, lui, il va être attiré, il va essayer de puiser de la source de la sagesse, behefetz gover veholech, avec une volonté qui ne fait que augmenter, une soif du savoir qui sera grandissante. Veinu Esav. Par contre, Esav, Raki Etzapé, il n'attend qu'une seule chose. Les yom bo yashlich me'achore gabo et asfarim eishanim. Il n'attend qu'une seule chose. Le jour où il aura le droit de jeter ces vieux livres noirs et blancs. Veyachaditam. Et avec ces livres noirs et blancs, Teudat Haïm Gdola, il va aussi jeter une grande partie de son savoir de la vie. Sheikirota rak beofen dadi, parce qu'en fin de compte, cette vie ne lui a été présentée que d'une seule manière. Ou bederech, chez me'etzem tivo ou soledba. Et en plus, un cheminement qui, de l'intérieur de sa nature, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Ilu Yitzhak ve Rivka. Si Yitzhak et Rivka avaient été suffisamment fins, lechaven et haometz ve'akoach, adromim benefesh esav, d'essayer de percevoir et de prendre le hometz, le courage, ve'akoach, et la force qui était à Redumim, qui était un culte qui est à l'intérieur de la personnalité de Esav, la Avodat Hashem, et de réussir à prendre ces forces-là et les mettre au service du service divin. Ki az lo haya Esav gibor tzaïd. À ce moment-là, Esav n'aurait pas été un bon chasseur, et la gibor lifne Hashem, mais ça aurait été un héros devant Hashem. Vecharbo shel Esav a été korta koretet berit imrucho shel Yaakov. Et c'est justement la force et la détermination de Esav
qui aurait tissé un lien et qui aurait fait une alliance avec l'esprit de Yaakov. Ce constat que fait le Rav Shimshon Raphaël Hirsch n'est pas le sien uniquement. Tout le monde a envie de faire, entre guillemets, un reproche à Yaakov, à Yitzhak et Rivka, qui ont peut-être failli à leur tâche d'adapter leur discours, d'adapter leur éducation envers leur fils Esav. La difficulté n'était que plus grande, parce que si déjà on a du mal à éduquer nos enfants de manière différente lorsqu'ils n'ont pas, même pas le même âge, vous imaginez lorsqu'ils ont en plus le même âge, parce que ce sont des jumeaux. Quelle difficulté il y a de pouvoir éduquer des enfants qui sont jumeaux, avec chacun sa personnalité ou chacun sa force. Et, comment dire, canaliser cette force et la mettre au service de sa personnalité. C'est beaucoup plus difficile quand ce sont des jumeaux. Maintenant, mettre la faute sur Yitzhak et Rivka, pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch ou d'autres commentateurs, c'est peut-être un peu facile. Alors, Rav Dessler, il donne un élément, non pas pour traiter de ce problème, il donne un élément qui pourrait peut-être éclairer un petit peu l'erreur que je mets entre guillemets, parce que j'ai beaucoup de mal à parler d'erreur chez Yitzhak et Rivka, mais la vision que l'on a de Yitzhak et Rivka face à Esav et Yaakov. Le Rav Dessler explique que lorsque Yitzhak est né, il a grandi dans une maison dans laquelle tout le monde rentrait. Avraham était un homme qui recevait des invités de tous les bords. Maintenant, on suppose qu'un homme aussi tourné vers le bien-être des autres ne filtrait pas son entrée. Et donc, Yitzhak a déjà dû sûrement se retrouver à la même table que des personnes qui étaient très peu présentables, que des personnes qui étaient a priori problématiques, qui n'étaient pas des bons exemples. Yitzhak, en grandissant, l'a reproché à son père. Papa, c'est très beau ce que tu as fait. Par amour pour Hachem, tu as voulu aider les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. Et donc, tu as donc décidé de recevoir chaque homme dans notre maison. Mais du coup, papa, j'étais assis à côté d'hommes qui étaient des fauteurs, qui n'étaient pas des exemples. Mais pourquoi tu m'as fait ça, papa? Pourquoi est-ce que j'ai dû voir des hommes catastrophiques comme ça? C'était pas une bonne idée. Alors, Baruch Hashem, je suis bien sorti, mais ça aurait pu devenir une catastrophe. Imaginez à votre table de Shabbat, vous recevez un ami qui est immensément riche. Et lorsque votre fils va lui demander, écoute, tonton, c'est mon très bon ami, donc il l'appelle tonton. Tonton, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et là, le fameux tonton, il lui dit, ben, écoute, je vends des choses illicites. Ah, et c'est grâce à ça, tonton, que tu t'es acheté ta très belle Mercedes? Eh ben oui, tu as tout compris. Et c'est grâce à ça, tonton, que tu t'es acheté, tu t'es fait ce voyage dernièrement aux îles Canaries? Eh ben oui, tu as tout compris. Imaginez l'enfant, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de faire comme son père, travailler 50 heures par semaine pour, euh, gagner, euh, pour gagner un petit peu d'argent, mais jamais autant que son tonton, qui en fin de compte vend des substances illicites. Il va être attiré à vouloir imiter naturellement la personne qui a l'air plus flamboyante. On prend un risque. Donc quand on reçoit des personnes chez nous à la maison, on doit faire attention si ce ne sont pas des personnes qui sont présentables, de présentables, ou des gens qui peuvent être un exemple, exemplaire, alors on doit faire attention de le dire à nos enfants. Vous savez, on va recevoir quelqu'un, on va essayer, on le reçoit parce que on doit l'aider, parce que c'est quelqu'un qu'il faut aider à lui donner des valeurs, des valeurs de la Torah, mais on doit faire attention qu'il ne devienne pas un exemple, qu'il ne constitue pas un exemple pour nos enfants. Et là, Rav Dessler, il va dire que du coup, Yitzhak Avin, il va décider d'enfermer ses enfants. C'est-à-dire enfermer, on se calme, pas dans une cave, chas shalom, mais de les retirer de l'influence du monde extérieur. Yitzhak, il semblerait qu'il ait continué à faire la même mitzvah chesed que son père. C'est possible. Mais pas avec sa famille. Il avait fait une séparation de sa famille et de son entreprise de chesed. Ses enfants, ils étaient préservés.
Et donc, du coup, il les a sûrement mis dans un moule. Il les a sûrement enfermés, entre guillemets, mis dans un moule, et il a pris ce risque que les Chachamim décrivent ici, s'énerve un petit peu contre Yitzhak et Rivka. Mais la volonté, elle était très pure. Ce n'était pas juste une erreur bête et méchante. La volonté était très pure. Je ne veux pas donner un mauvais exemple à mes enfants. Yaakov, nous dit Rav Dessler, juste pour finir la réflexion de Rav Dessler, Yaakov va reprocher à son père Yitzhak quelque chose. Il va dire, écoute papa, je comprends très bien que tu as voulu nous enfermer, parce que tu ne voulais absolument pas que des personnes étrangères soient un exemple pour nous. Tu as très bien fait. Mais du coup, papa, tu as mis dehors des gens qui auraient pu nous voir évoluer à nous aussi, qui auraient pu te voir grandir évoluer avec ta famille. N'aurait-il pas été changé s'ils avaient vu la personnalité et la famille que nous sommes? Sûrement qu'ils auraient été changés. Et donc, du coup, tu as empêché des gens bien de pénétrer dans notre cellule familiale. Abraham a certes peut-être trop exagéré, il a fait rentrer tout le monde, mais Yitzhak, tu as empêché à certaines personnes de rentrer dans notre cellule familiale, c'est peut-être dommage. Et là, nous disent nos sages, Titen Emet le Yaakov. Yaakov va être un homme juste, droit, Emet. Et il va sélectionner les personnes qu'il fait rentrer chez lui à la maison. Certaines personnes qui méritent de rentrer à la maison rentreront à la maison. Certaines personnes qui ne méritent pas de rentrer à la maison ne pourront pas rentrer chez Yaakov. Alors, c'est comme ça que l'on explique peut-être l'erreur que Yitzhak et Rivka ont faite de mettre dans un seul et même moule ces deux frères jumeaux qui avaient grandi dans le même ventre, mais qui étaient si différents déjà dans le ventre de leur mère, comme nous raconte la Torah, qu'ils n'avaient pas les mêmes attirances par rapport à ce que leur mère voyait traverser. Alors nous sommes, voilà ici la problématique de Yitzhak présentée par le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est qu'en fin de compte, l'un des plus grands ennemis du peuple juif, à savoir Esav, eh ben, il est né d'une erreur d'appréciation de Yitzhak et de Rivka. Parce qu'en fin de compte, ils ont essayé de le formater, de le mettre dans un moule, et ça n'a pas marché. Ce moule a cassé, et il a envoyé, comme on dit, l'eau du bain avec le bébé à l'intérieur. Alors, parce que je vous avais promis une piste, mais il me semble qu'il y a encore énormément de choses à développer. Le Rav Wolbe, il parle de beaucoup de choses, et le Rav Wolbe, surtout, il va, donc on en fera un cours sur Rav Wolbe, Bezrat Hashem, ou la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, mais on parlera donc de surtout cette découverte pour l'éducation personnelle. On doit réfléchir comment réellement ne pas être, comment dire, ne pas se laisser avoir à la facilité pour un travail sur nous-mêmes, mais ne pas non plus aller dans la difficulté et ne pas faire le travail qui nous concerne le mieux. Mais pour qu'on puisse donner déjà des pistes de réflexion et des pistes de travail pratique pour essayer d'éduquer notre enfant, eh ben, selon ses aptitudes, selon ses prédestinations, selon, selon son esprit, sa nature. Alors, il y a 2 semaines, on a parlé de la jalousie. Et on a expliqué que la jalousie, eh ben, en fin de compte, elle naît lorsqu'un enfant n'est pas conscient qu'un parent, étant donné qu'il l'aime, ne peut pas vouloir autre chose que son bien. Alors, on invite, à travers cette réflexion sur la jalousie, on invite chaque enfant, et à nous parents, d'essayer de mettre en place ça chez nos enfants. On invite chaque enfant à réfléchir sur le fait que son parent ne peut pas vouloir de son mal. C'est impossible. Et qu'il cherche son bien. Et que, sûrement, c'était voulu, et ce n'était pas un acte manqué ou un raté, sûrement voulu que telle ou telle chose a été faite pour un tel, pour un fils, telle ou telle chose a été faite pour un autre fils. Sûrement que ça a été, sûrement que ça a été, c'était mérité, c'était voulu, c'était je ne sais quoi.
C'est une évidence que c'est ça qu'on invite nos enfants à réaliser qu'il n'y a aucune volonté de nuire. Ce soir, j'ai envie d'inviter les parents à essayer de réfléchir. Ah, c'est un grand mot. Quoi réfléchir? Réfléchir de temps en temps, ensemble, parents ensemble, père et mère, ensemble, sur la personnalité de son enfant. Mettre des mots. Par exemple, en couple, quand on parle de problèmes de couple, on a l'habitude de s'habituer, il faut mettre des adjectifs. En philosophie, sur sa femme, on ne doit pas juste dire, ouais, elle est sympa, elle est belle, elle est sympa, elle est gentille. Ça ne suffit pas. Il faut s'habituer à trouver des adjectifs, à trouver des mots. En philosophie, on a l'habitude de dire que quelque chose qui ne s'exprime pas par les mots n'existe pas. Une idée trop abstraite, qui ne pourrait pas être exprimée, expliquée avec des mots, n'existe pas. C'est dur, et c'est la dure réalité. Si je réfléchis à la nature de mon enfant et que je ne suis pas uniquement dans les règles de vie, je suis dans une éducation où je réfléchis à son futur, où je réfléchis pas uniquement à ce que je crois être bon dans le monde de 2021, pardon, dans le monde de 2021, dans le monde du travail d'aujourd'hui, dans la sphère de la société d'aujourd'hui, à Strasbourg. Mon enfant n'est pas un enfant de 2021 à Strasbourg. Mon enfant, c'est mon enfant. Il est unique. Plus je vais mettre des mots sur sa personnalité et sur son état d'esprit ou sa prédestination, et plus les choses vont devenir claires. Et à ce moment-là, plus j'aurais mis des mots, encore une fois, des mots, on prend un stylo avec son mari, avec sa femme, on écrit. On écrit la personnalité de notre enfant. Et ça va être dur. Au début, on va trouver 3 adjectifs. Après, on va arrêter d'y réfléchir. Après, on va rajouter un adjectif. Après, encore, on va arrêter. Après, on va réfléchir à quelque chose d'autre. Il y a des choses qui vont sauter à nos yeux d'un coup. Mon enfant est un rêveur. Mon enfant est un artiste. Et moi, je suis un homme qui a envie que mon enfant apprenne la Mishnah par cœur. Un devoir très mathématique. Apprendre des mots, il les comprend à peine, c'est pas grave, il applique. Si j'étais conscient réellement de toutes les facettes artistiques de mon enfant, ça me semblerait immédiatement, ça sauterait à mon esprit la contradiction qu'il y a entre ce que je lui demande d'être ou ce que je lui demande de faire et la réalité. Mais c'est parce que je ne suis pas assez conscient du fait que c'est un artiste. Et que naturellement, et c'est très juste, il faut demander à son enfant de connaître une Mishnah. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas pensé que c'était incompatible. Et parce que je n'ai pas pensé. L'erreur, elle vient d'où? Pas du fait que j'ai demandé à mon enfant à connaître une Mishnah. L'erreur, elle vient parce que je n'avais pas compris combien c'était incompatible. Pourquoi je n'ai pas compris? Parce que je n'ai pas mis des mots sur la personnalité de mon enfant. La piste, elle paraît très simple et très nulle, mais elle est très profonde et très difficile à mettre en place. Réfléchissons à qui sont nos enfants. Mettons des mots sur la personnalité de nos enfants. Mettons des expressions, des idées claires, établies et réfléchies. Lorsqu'on aura fait ce travail, on aura la capacité, peut-être, de commencer à comprendre comment est-ce qu'on va adapter les différences entre les enfants, comment est-ce qu'on va adapter notre discours, comment est-ce qu'on va adapter nos attentes, comment est-ce qu'on va adapter le travail qu'on a envie de faire avec l'un ou avec l'autre. Et si par contre on ne fait pas ce travail, alors d'un coup on demande à Pierre de faire ce que Paul doit faire et inversement, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que les enfants ils souffrent ou les enfants ils ont envie juste d'une seule chose, c'est de partir de chez papa-maman pour pouvoir enfin voler de leurs propres ailes et faire ce qui leur semble juste et bon. Alors voilà, le travail cette semaine, Bezrat Hachem, ça va être de vous réunir. Vous faites un bon café, un bon thé avec votre époux ou votre épouse. Prenez un papier
un crayon et vous écrivez, ou alors vous le faites sur vous-même, ou vous le faites même sur votre conjoint ou votre conjointe, vous le faites sur votre frère, sur votre sœur, sur votre élève, sur si vous êtes, je sais pas moi, animateur, eh ben, sur votre colon, et vous réfléchissez à qu'est-ce qu'il est, et donc qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. On reparlera de ce sujet parce que c'est un sujet qui est très vaste encore. Et la piste, elle est certes assez concrète, mais elle mérite encore d'être développée. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai pas une question. Bonsoir à tous. Je voulais demander l'avis du Rav. J'avais Ouais. entendu un chiour sur le fait que Rivka aussi, elle avait un gros a priori sur Esav. Elle avait posé une étiquette déjà sur Esav et c'est ce qui a fait aussi tout le reste qui a ensuite découlé. Alors, et que parallèlement, on entendait que Yitzhak, lui, il aimait ses deux enfants de la même façon. Et que Rivka, elle avait cet a priori et ça, donc il y a aussi tout ça qui a découlé de cet a priori-là, de l'étiquette qu'elle avait posée finalement. Clairement, Khazak, mais là, il y a une étiquette, il y a une étiquette de préjugés. Parce que ce que vous dites, c'est que c'est une étiquette de préjugés. Donc là, c'était une erreur. Mais après, est-ce qu'elle avait fait, ça veut dire, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui, il propose qu'il n'y a pas eu un travail d'adaptation. Maintenant, le fait que adaptation ou préjugés, ça va pas de fait, ça va pas de pair. Les préjugés que Rivka a eus, ils n'étaient peut-être pas aboutis, pas réfléchis, et en plus, elle n'a pas essayé d'adapter son discours en fonction de ses conclusions. Donc, de toutes les façons, je ne remets pas en cause ce que vous dites sur Rivka, c'est fort possible. Ce que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch il fait remarquer, c'est qu'il y a marqué Vaïgdelo Aneharim, ils ont grandi. Ils ont grandi ensemble, comme si en fin de compte, on les avait assis dans la même, alors qu'il y en avait un, c'était un rêveur, c'était un homme sportif, et l'autre, c'était un lecteur. Alors quoi, on ne peut pas demander à deux personnes, vous tous les deux, vous lisez le même livre de 600 pages, alors qu'il y en a un, ça va être un cauchemar, alors que l'autre, ça va être d'une facilité incroyable. Forcément, il y en a Oui, un des bien deux sûr. qui va souffrir. Mais donc, ça ne Ce remet que pas je en vous cause disais, c'est que. que non, ça remet pas en cause, c'est en plus. C'est ça que je voulais Ouais, dire, ouais, que j'avais exactement, je suis entendu cet d'accord, élément exactement. supplémentaire. Razak, exactement, Et sinon, exactement, je suis d'accord. il y avait une autre piste. J'avais lu le livre que Rav David Puitou a écrit sur les Mazalotes, justement, pour décrire un petit peu les potentiels de chaque enfant en fonction du mois de naissance et tout ça. Et Ouais, aussi des prénoms aussi qu'on peut choisir qui peuvent aider. ouais, exactement. Razak. Tout à Voilà. fait, il y a plein de cours là-dessus. Exactement, Razak, exactement. Exactement. Mais pour ça, il faut faire. C'est ça, moi, c'est ça que je finissais. Encore une fois, Razak pour les ajouts. Et moi, ce que je voulais surtout qu'on se mette, qu'on comprenne, c'est qu'il n'y a pas de travail au petit bonheur la chance avec nos enfants. Ouais. Il y a un papier, un stylo, une réflexion d'un commun accord avec son mari et sa femme, et il y a un travail véritable sur qui il est et qu'est-ce que je peux attendre de lui, qu'est-ce que je peux essayer de faire, adapter, lui faire une activité extrascolaire qui est en accord avec sa personnalité, etc., etc. Mais si par contre il y a du petit bonheur la chance, on va très vite tomber dans ce qu'on a envie qu'il soit ou ce qu'on pense être vrai. Et très souvent, c'est même pas des erreurs. Hein. On veut faire de nos enfants des gens très bien, donc c'est même pas des erreurs. Mais ça peut être une erreur en fonction de sa personnalité. Donc moi, ce que j'avais très envie qu'on fasse en premier lieu dans la première réflexion, c'était surtout voilà, que ce soit pas un petit bonheur la chance, mais que ce soit un vrai travail de reconnaissance de la personnalité pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas. Voilà. Razak, ouais. Moi, je suis d'accord sur tout, en tout cas. C'est Et... très gentil. Merci beaucoup. Razak. Béni, où tu es? Je suis là, je suis là. Ah, alors, Béni, on attend. Sauve-nous, Non, sauve-nous. non, il y avait la parole de Noémie, et c'était très, très bien. Mais ça me Alors, rappelle un reportage que j'avais vu. Et après, avec la réserve qu'on peut avoir là-dessus, mais c'était un scientifique qui racontait qu'ils avaient réussi à isoler un petit peu le gène du tueur.
Ok. Donc, ils avaient retrouvé ce gène-là qui s'exprimait à chaque fois chez les gens qui commettaient des meurtres. Et lui, comme il travaillait là-dedans, il s'est fait son génome, quoi. Il a analysé son ADN. Et il se trouve il a trouvé chez lui ce gène du tueur. Il me Ok. dit, mais pourtant, je suis pacifiste et tout. Donc, ça l'a remué beaucoup. Il est parti voir un psy. Et la conclusion est que chez lui, ça ne s'est pas exprimé grâce à l'amour de ses parents. C'est ce Mhm. qui a permis que, en fait, de canaliser en fait son penchant naturel, on va dire, vers quelque chose de plus constructif. Magnifique. Magnifique. Exactement ce que le Gaon de Vilna il disait. Qu'en fin de compte, on va avoir une prédisposition, mais cette prédisposition, après, elle peut être canalisée et transférée dans quelque chose de beaucoup de beaucoup plus pur ou en fonction de sa volonté, de simple ou un problème. Ouais. Exactement. Mais Très j'ai quand même une petite question par rapport au choix de si quelqu'un est un peu un tempérament sanguin de devenir chochrette plutôt que assassin. ouais. C'est que pour ça, il faudrait qu'il puisse entre guillemets choisir à froid, comme s'il choisissait une filière S ou ES, quoi. Il Ouais. faudrait qu'il ait les cartes en main aussi. Est-ce que s'il est né dans une famille un petit peu où il n'y a pas la culture judaïque, il n'aura pas forcément le réflexe de penser, ah bah ouais, je pourrais faire chouchrette ou... Bah, il va devenir chirurgien, du coup. Tu Oui, Ouais, c'est comprends? vrai. C'est vrai qu'en plus, pour un truc juif, ils n'ont pas parlé de médecin ou de ouais, chirurgien. Mais... exactement. Non, encore une fois, l'idée, elle est, c'est si un parent, il est conscient que son enfant, eh ben, il a une, alors, ça va être sanguinaire. Ça veut dire quoi sanguinaire? Alors, sanguinaire, ça peut être, ça va être, il le sent nerveux ou sanguinaire, ça veut dire qu'en fin de compte, un sanguinaire, c'est-à-dire il a peut-être des, comment dire, il va avoir des Colérique? réactions. Ouais, pas colérique, c'est peut-être encore, ça ressemble, mais quelque chose de plus. Il réagit toujours un petit peu de manière un peu vive et Impulsif? dynamique. Et voilà, impulsif, exactement. Voilà, impulsif, donc des fois, c'est même dans le bon côté, impulsif. Hein, et c'est pas forcément un défaut, être impulsif. Mais donc, s'il est impulsif, et donc ça veut dire qu'il a le sang chaud, etc., ben, ils vont reconnaître ça chez lui. Ils vont l'inscrire dans un cours, je sais pas, je donne un exemple tout bête, hein, dans un cours d'échecs rapide, là, où tu as 10 secondes pour répondre, par exemple. Ils vont canaliser son impulsivité pour le mettre au service de quelque chose. De quelque chose. Il n'y a pas plus grave qu'une impulsivité qui ne serait pas canalisée et qui pourrait donc s'exprimer dans n'importe quoi et à n'importe quel moment et qui pourrait du coup devenir même un meurtre. Mais s'ils ont canalisé, ils l'ont perçu, ils l'ont canalisé et ils ont essayé de la diriger vers quelque chose, alors là, à ce moment-là, c'est une évidence que en fin de compte, il va y avoir quelque chose de bien. Donc, il n'a pas besoin d'avoir le côté. C'est pour ça que ce n'est pas judéo-juif comme discours du tout. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir l'éducation juive pour savoir qu'il faut aller devenir Shochet ou Moël ou je ne sais quoi, ou boucher. C'est en fin de compte, Rav Zamir Cohen, il va jusqu'à dire, mais ça c'est un autre débat, il va jusqu'à dire que si on était conscient de la nature de l'être humain, les homosexuels n'existeraient pas. Parce qu'en fin de compte, on trouve chez un garçon quelque chose d'un peu féminin. Et qu'est-ce qu'on en fait? On devrait le canaliser et le faire exprimer quelque chose, quelque part. Mais c'est parce qu'il n'a pas été canalisé et qu'il n'a pas été exprimé quelque part que du coup, il s'exprime à la fin dans sa pulsion sexuelle. Et c'est parce que ça n'a pas été canalisé. Lui, il va jusqu'à dire ça, expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode de pouvoir dire une chose pareille. Nous, les Juifs, on y croit encore un peu parce qu'on aurait du mal à croire que Dieu il a voulu être si injuste envers un homme qui naît avec un désir interdit. Mais c'est très fort. Ça veut dire qu'en fin de compte, quand il y a une nature à l'intérieur d'un homme, et ben pour tout parent, qu'il soit juif, qu'il soit goy, il doit la faire s'exprimer. Et s'il l'étouffe, elle va exploser à un moment ou à un autre. C'est une évidence. Et donc, il y a une impulsivité, qu'on va appeler ça sanguinaire, ou qu'on va appeler ça, un parent qui se respecte, il va essayer de faire en sorte que cette impulsivité, elle s'exprime quelque part. Et En s'il ne fait, trouve pas de solution,
et ben, il va être dans la zut plus Le tard. gros du message, en fait, c'est qu'un enfant, c'est pas la propriété du parent, c'est dans lequel Exactement, il peut mettre sa projection ou ses lacunes, exact, quoi. C'est un picadone exact, qui doit faire élever, quoi. exactement. Mais j'ai envie de dire maintenant, et toujours, hein, quand je parle d'éducation et quand je parle aussi de couple, je parle très souvent d'éducation personnelle. Nous ne sommes pas les pics de notes, ouais, nous ne sommes pas les gages du dernier cours qu'on a étudié, ou de n'importe quel rave, ou de n'importe quelle folie à la mode sur les réseaux sociaux, ou je ne sais quoi. On a le devoir, nous aussi, de nous penser, de réfléchir sur nous-mêmes, de penser sur nous-mêmes pour faire un travail qui est adapté à notre personnalité, à notre volonté, à nos désirs. Et si on ne le fait pas, on ne comprend pas pourquoi on ne s'épanouit pas. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a des choses comme ça qui est la crise de la quarantaine. On ne comprend pas pourquoi est-ce que d'un coup, eh ben, rien ne nous plaît, on est énervé. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui nous réussit. Ah, forcément, tu t'es jamais écouté. Si tu t'écoutes pas, bah, tu peux pas répondre à ce dont tu as besoin. Alors du coup, en fin de compte, au lieu de t'écouter, tu as donné ta personnalité au livre, à la ville dans laquelle tu as évolué, au livre que tu as étudié, au rabbinim que tu as rencontré, à ce qui est à la mode ces temps-ci sur Instagram ou je ne sais quel autre réseau social. Du coup, tu ne sais pas pourquoi est-ce que dans la vie, tu as toujours un manque de satisfaction. Ben ouais, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas abouti. T'es pas, ben, c'est pour ça que je dis, Après, on c'est est un le plus robot, beau quoi, en fait. cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant, c'est de lui avoir permis d'exprimer toute sa personnalité Donner les parce qu'il n'a outils. pas, voilà, parce qu'il n'a pas une bombe à retardement à l'intérieur de lui C'est qui est inexpliquée, inexprimée et qui va s'exprimer à un moment ou à un autre de manière explosive et pas du tout maîtrisée, un vrai danger pour lui-même et pour la ouais. société. Ça me rappelle juste une histoire d'un rave qui avait repris la yeshiva après son père. Et il a commencé à changer un petit peu le fonctionnement de la yeshiva. Et on lui a fait la remarque, pourquoi vous faites pas comme votre père? Et il a Ouais. répondu, je fais exactement comme mon père. Mon père, il faisait ce qu'il voulait, moi aussi, je fais ce que je veux. Exactement, exactement. Exactement. Si on veut réussir, on a intérêt à faire ce qu'on veut, bien entendu, mais nous, on a la chance ou la difficulté, c'est qu'on sera toujours encadré par les mitzvot et la Torah, et donc du coup, on va faire ce qu'on veut à l'intérieur de la Torah. Ouais. Ça va faire en sorte que ça peut pas, on va pas, c'est pas comme si on pouvait inviter quelqu'un à aller, tu sais quoi, claque la porte de chez toi et devient un bohème qui fait le tour du monde et c'est tout. Parce qu'en fin de compte, il garde encore les limites de la Torah. Donc, ça va faire, on nous invite à nous exprimer, à nous dévoiler, mais toujours dans le cadre de la Torah, parce que du coup, ça permet de ne pas faire quelque chose qui est complètement fou. Mais quelqu'un qui ne serait pas exprimé, ben, que l'on va brimer, qui va faire exactement comme tu dis, comme son père, et ben, du coup, il y a un moment où il n'aura aucune satisfaction au sein de sa yeshiva, au sein de son truc, et il ne comprend pas pourquoi est-ce que il est pas épanoui, pourquoi est-ce qu'il n'aime pas ça, pourquoi est-ce que, et le pire de tout, c'est que les gens autour de lui, ils ne sont pas satisfaits de lui parce que lui-même, il n'est pas content. Donc, du coup, ça fait Mm. un cercle vicieux catastrophique. Ouais. Donc, évitons ça à nos enfants, évitons ça à nous-mêmes, évitons ça aux personnes avec lesquelles on travaille et essayons d'adapter notre travail et notre personnalité mais encore une fois, je remets une couche. Ça n'est pas laissons-nous aller, mais prenons conscience de qui on est pour commencer le travail convenablement. Et si je peux me permettre d'ajouter, je suis désolée, Ouais, je fais la lourde ce soir, mais mais j'en chas de profite. shalom, mais bien sûr, c'est très Euh, bien, on est là pour ça. J'aurais aimé que euh, ce soit pendant tout le cours, hein, des interventions comme ça, hein. C'est beaucoup plus sympa un Zoom où il y a des interventions au milieu Ah, ok, la que. prochaine Non, fois. non, mais ouais, avec plaisir. Sentez-vous. Et vas-y. j'aurais dit pour les parents qui sont là aussi qu'il y a un aspect de commencer à partir du plus jeune âge et qu'après, à un moment, ça va forcément freiner parce que l'enfant, il va commencer aussi à s'exprimer lui. Donc, Ouais, quand on commence au tout début, dès la naissance ou même avant, quand on peut prier avant, bon, voilà, et ben, on inculque, on le met sur un chemin
pour Ouais. s'assurer d'un certain patrimoine, on va dire, et maximum après, s'il dévie un peu, ben, on a quand même mis le paquet au départ. Donc, Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Parce que c'est exactement, peut-être, je sais pas, il y a une partie du discours qui est, oui, je vais m'y prendre à l'avance, mais si je m'y prends à l'avance pas comme il voulait, c'est-à-dire je l'enferme et ça s'exprime pas. non, pas dans ce sens-là, mais dans le sens où je D'accord? lui apporte la connaissance. Oui, Après, je vais voir qu'est-ce qu'il va en faire. Mais au Razak, départ, il ne sait rien, exactement. donc Bien on lui entendu, explique. bien entendu, Et bien entendu. puis, si on commence tôt, maximum, il pourra toujours s'appuyer sur cette connaissance et il Razak, choisira à bon escient. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vrai, bien sûr, ça c'est sûr, c'est entièrement Mais d'accord. c'est quelque chose qu'on peut faire dans la petite enfance, je dirais, et c'est appuyé par les neurosciences, en fait. Bien sûr, On, bien sûr, bien sûr, on c'est inculque entièrement. beaucoup de choses quand ils sont plus jeunes, Oui, mais qu'après, on peut moins le et faire. c'est Dafka l'une des meilleures manières aussi pour pouvoir découvrir qui est son enfant. Parce que du coup, ben, je me rends compte que sur certains sujets, eh ben, il les a très bien intégrés. Et c'est l'une des meilleures manières, une des meilleures manières de pouvoir jauger un petit peu sa personnalité et ses prédispositions, c'est de lui transmettre un éventail tellement grand et le plus tôt possible. On a jauger un peu quelle était sa prédisposition, parce que j'ai vu que sur tel sujet, ben, il a pu très bien intégré, il a été intéressé, il s'en est rappelé, etc. Et donc, du coup, c'est comme ça moi-même que je vais pouvoir faire le choix pour approfondir les sujets sur lesquels il a accroché, etc. Donc, c'est évident qu'au plus jeune âge, on va essayer de transmettre un maximum de savoir et un maximum d'expérience pour que lui-même, en fin de compte, eh ben, il se choisisse pour lui-même, que je choisisse pour lui, etc. Donc, exactement, c'est très actif, c'est entièrement tous les deux. Razak. Dommage qu'on soit que si peu, quoi, sur le Zoom. Ça a cassé. Ouais, je sais pas, à mon avis, vous n'avez pas entendu une partie de ce que j'ai dit. C'est ça? Si, on a tout entendu, mais très loin. Ah, très loin. Ouais. Il y a mon écran, il y a ouais, mon truc Bluetooth qui s'est allumé d'un coup. Ok, j'ai compris. Bref, je Est-ce qu'on disais. pourrait pas voir si peut-être que le créneau du lundi soir pour les autres c'est peut-être dur, je sais pas, mais je trouve que c'est rabal qu'il y ait si peu de participants, quoi. Ah, ils Alors perdent. d'abord, ça n'existe pas si peu de participants, parce qu'il n'y a pas de petit peu. Ça, c'est un. Et deux, c'est sur YouTube. Moi, je suis libre tout le temps, avec plaisir, mais je pense pas que le problème ce soit le jour. Mais c'est possible que oui, mais je pense pas que ce soit le problème le jour. Mais c'est pas grave, c'est sur YouTube et quand on a des intervenants aussi sympathiques que les tzadikim qui sont là tous les lundis soirs, et ben, ça me suffit amplement. On n'est pas là pour faire le buzz, on est là pour enseigner la Torah. Razak, faut des samedis pour enseigner, non? J'aurais dit ça, mais bon. Mais je vais me taire. Ok, Kola Kavad, merci beaucoup. Avec plaisir, portez-vous bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.